Bonjour à tous, donc on est vraiment heureux de vous accueillir pour ce webinaire de rentrée, de se retrouver tous ensemble. C'est la rentrée pour nos petites têtes blondes, mais aussi pour nous. Et il est temps de reprendre nos bonnes habitudes de formation. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est vendre ou acheter un camping. Et vous avez été nombreux à manifester de l'intérêt pour ce thème. La saison vous a paru longue, peut-être vous n'en pouvez plus, et vous avez décidé de vendre. Ou au contraire, vous pensez à augmenter votre périmètre en achetant un nouveau camping. Est-ce une bonne idée? Le camping a fait la une de beaucoup de journaux télévisés ces derniers mois, des vocations sont nées, des acheteurs vous contactent. On se pose beaucoup de questions. Est-ce le bon moment? À quel prix? Comment s'y préparer? Aujourd'hui, c'est Didier Barral qui va être notre intervenant. Après avoir été animateur de nos webinaires, il va tenir le premier rôle. À la suite de son intervention, nous aurons un temps d'échange. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions dans le chat. Didier est légitime pour nous parler de ce sujet. Au cours de sa vie, il a acheté une quinzaine d'entreprises, dont plusieurs campings. Il a aussi vendu plusieurs de ces entreprises, y compris un camping. Il va nous expliquer le comment du pourquoi et nous faire part de ses expériences. Didier, c'est à toi. Et bienvenue à tous qui nous rejoignent. J'ai vu que déjà Marinette avait posé une question. Alors on la note, on y répondra à la fin. Si vous voulez, je fais mon déroulé et Guillaume va recueillir vos questions et je tenterai d'y... Enfin, plutôt tout à la fin. Alors, l'expérience, elle ne fait pas de moi un expert, puisque ce n'est pas mon métier d'enseigner ou de conseiller les acheteurs et les vendeurs. En revanche, les nombreuses expériences qui m'ont conduit à plusieurs fois vendre mon entreprise ou en acheter d'autres, et parmi elles des campings, ça me permet de partager avec vous ce que j'ai observé et ce que j'ai tenté de codifier, parce que au bout d'un moment, il faut savoir appliquer une méthode, et vous allez voir, c'est très important pour un camping. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que pour accompagner cette diapo qui dit vendre ou acheter un camping, il faut, à mon avis, déjà s'imprégner de l'idée qu'un acte d'achat ou de vente d'un camping, en fait, c'est comme un effet miroir. C'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur, quand ils s'introduisent dans un processus d'achat-vente, ils sont soumis à des règles qui sont contraignantes et qui devraient les conduire, avec, selon le cas, plus ou moins de temps, à épouser chacun la position de l'autre, afin de permettre qu'au final, il s'opère ou pas, mais si ça marche, tant mieux, une transmission dont on va dire qu'elle est heureuse. En bref, mon premier message, c'est que le processus d'achat-vente prend du temps et qui nécessite d'adopter des règles et d'être extrêmement attentif à la discipline. Et on va commencer par une question essentielle qui est quand peut-on ou doit-on décider de vendre? Parce que si on se met dans la peau du vendeur, on peut se demander, au fond, quel est le bon moment pour mettre son affaire à la vente. Alors j'ai envie de dire que c'est certainement pas au moment où on prend sa retraite. Il y a intérêt à anticiper un petit peu par rapport à ce moment-là. Mais c'est pas non plus au moment où on le fait sur un coup de tête. On s'est disputé en famille et on s'est dit, finalement, je ne transmettrai pas à mes enfants, je vais le vendre, ce camping. Ça, c'est certainement pas le bon moment. Ou alors, je viens de me ramasser un contrôle fiscal, ils vont bien le voir. C'est l'agent de l'administration. Si c'est si facile de tenir un camping, ils n'ont qu'à l'acheter, je vais le vendre. Non, ça, je ne crois pas que ce soit le bon moment non plus. Et puis, je vais dire que ce n'est pas non plus quand on est en situation de difficulté économique. Si on a une panne dans son économie, de deux choses l'une, soit on attend dans les sorties, soit on décide de vendre, mais à ce moment-là, il faut dire clairement qu'on vend parce qu'on est en panne. Ça aura une incidence sur la valeur peut-être, mais au moins, ça risque de se produire, alors que dans le cas inverse, on va être sur des non-dits et ça marchera peut-être pas si bien. Et puis, je vais dire qu'on ne devrait pas non plus décider de vendre son affaire quand on a un paquet d'investissements sur les bras à réaliser
et qu'on se dit, mais non, je ne vais pas emprunter, moi, j'en ai marre d'emprunter, je les banquiers d'ailleurs, je ne peux pas les voir. Ou alors, on le fait, mais on dit, je vends parce que je veux pas voir les banquiers, que je veux pas, mais qu'il y a des emprunts à faire. Et à celui qui achète, il faut bien le lui dire parce que ça aura une incidence sur le prix, mais qu'au moins ça rendra les choses claires. Alors, d'une façon générale, je veux dire qu'une vente, ça se prépare, qu'il vaut mieux vendre quand le camping est en pleine forme et que, objectivement, ça se voit. Et idéalement, on va rappeler que la vente, ça se prépare. Et que ça se prépare en montant un dossier qui met en avant les vertus, les défauts et les possibilités qu'offre le camping. Et ça, je vous suggère de ne pas le laisser à l'initiative de l'agent immobilier ou de l'agent, je ne sais pas comment il s'appelle, qui va se charger de vous aider à faire la vente. Non, c'est vraiment, si vous voulez vendre quelque chose d'unique, d'identitaire, c'est à vous de le préparer et d'y mettre du cœur et de faire en sorte que votre camping apparaisse comme quelque chose de vraiment unique et désirable parce qu'il a du caractère. Alors inversement, comment se préparer? C'est pas inversement, en fait, c'est un peu pareil. Comment se préparer à acheter? J'ai envie de dire que on ne fait une bonne affaire vraiment que quand on est en capacité de retirer le bénéfice de ce que l'on achète nous permet de délivrer. Et ça signifie que donc, pour être acheteur, il faudrait avoir une stratégie d'acquisition archi claire, un minima d'avoir fait la liste des critères qui nous permettrait de sélectionner ce qu'on appelle une cible idéale et de s'y tenir aussi. Et aussi un point super important, c'est que avant d'entamer des négociations, il vaudrait mieux avoir la connaissance parfaite de sa solution de financement. Alors évidemment, si on a les sous, ce qui est plutôt rare, il faut bien le dire, la question ne se pose pas trop, on sait combien on a, mais si on a recours à l'emprunt, ce qui est plutôt fréquent, il vaudrait mieux savoir quelle est sa capacité à emprunter et en avoir la certitude, de façon qu'on ne soit pas en panne au moment de la négo quand on doit aller vite. Et puis, je vais dire qu'accessoirement, un acheteur devrait avoir un petit peu mis en forme aussi une présentation de lui-même de façon à inspirer confiance et exprimer ses antécédents, montrer qu'il est capable d'être un vrai interlocuteur. À mon avis, ça aide au dossier. Alors, une question qui se pose tout de suite après les protagonistes, c'est quels intermédiaires vont aider à l'opération? Et il y en a besoin, parce que qu'on soit acheteur ou vendeur, on va dire que l'acte d'achat d'une entreprise, c'est un processus qui est très engageant émotionnellement. Et à ce titre-là, l'intervention d'un être à sang-froid qui rationalise les débats et qui rend possible ce qui pourrait paraître inacceptable à l'acheteur ou au vendeur pour des raisons purement subjectives, ça peut souvent être une aide essentielle et ça peut permettre même d'aboutir à l'acceptation de la différence de l'autre. Et donc, les intermédiaires, souvent, ce sont des agents de facilitation. Attention, pas toujours, on le verra aussi. En bref, quels sont-ils? Ça peut être d'abord l'agent qui met en relation le vendeur et l'acheteur. Vous les connaissez pour les campings, enfin en tout cas on va dire pour les campings de taille petite et moyenne. Les principaux, ils sont surlotés tous les mois, les concertos, les cantés. Mais d'autres plus petits aussi interviennent, ils peuvent faire du bon boulot. Quand il s'agit d'achat de camping de plus grosse taille, souvent ça passe par des intermédiaires un peu plus confidentiels, des consultants en fusion et acquisition, et souvent ce sont des agents parisiens qui prennent des sommes faramineuses pour faire les opérations, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous concerne aujourd'hui. Les avocats, en second lieu, sont des intermédiaires, pour le coup, indispensables, et nous verrons que non seulement ils préparent les actes, ils conseillent, mais ils peuvent avoir une influence très forte sur le deal. Il peut y avoir des auditeurs de toutes sortes quand la nécessité s'impose, et on verra qu'il faut aussi bien veiller à leur travail. Et puis, disons qu'en fonction de la qualité des intermédiaires que vous choisirez pour vous accompagner, vous aurez plus ou moins de chances de faire le deal. En attendant, je
je vous recommande fortement de choisir des intermédiaires qui auront une qualité humaine forte et qui vous accompagneront avec, comment dire, toute la délicatesse, tout le doigté qui fera qu'à la fin, on arrivera à une réussite. C'est souvent du subjectif qui va l'emporter. Alors, quelles sont les étapes d'une transaction, de ce qu'on achète, de ce qu'on appelle un achat-vente? Je voudrais juste caricaturer une situation à laquelle pourtant beaucoup pensent. Je suis arrivé une fin d'après-midi dans un camping. Je suis un acheteur potentiel. J'ai fait le tour avec le propriétaire. Oh, ça m'a bien plu. On a discuté le bout de gras. À 22h, je sortais. L'affaire était dans le sac. Je n'allais pas laisser à quelqu'un d'autre le soin de la prendre à ma place. Alors, cette image d'Épinal, là, cette façon de mener les affaires, je peux vous dire qu'elle est juste digne d'une série à 2 balles. Il faut l'oublier, parce qu'elle marche quasiment jamais et elle a plutôt pour effet de conduire à des lendemains qui déchantent. Tout au contraire, on va dire que traditionnellement, on devrait observer les étapes suivantes. Une visite suivie de plusieurs autres, ou un accueil d'un acheteur suivi de plusieurs d'autres, des discussions ouvertes pour valider que non seulement on a concordance des critères qu'on s'est fixés à l'avance pour faire l'opération, mais aussi qu'on a la capacité à s'entendre entre acheteurs et vendeurs. C'est essentiel. Et je dirais même que c'est le plus important. Transmettre une affaire, c'est souvent transmettre son enfant. Et acheter une affaire, c'est souvent adopter un enfant. Donc, Dieu sait que ça a de l'importance. Bien sûr, c'est une image. Pendant cette période de rencontre, il est d'usage, et je crois que c'est pas négligeable, même si c'est pas toujours utile, de signer un accord de confidentialité parce qu'on va se transmettre des informations intimes et qu'il faut s'assurer que celui qui va les entendre ne va pas les mettre sur la place publique ensuite. Si on s'entend pendant cette période, ou si on sent qu'on est capable de s'entendre pendant cette période, il est aussi d'usage que l'acheteur potentiel rédige ce qu'on nomme une lettre d'intention. Alors, je l'ai écrit LOI entre parenthèses parce que c'est souvent les anglo-saxons qui ont codifié les processus et que c'est souvent les termes que reprennent les avocats. Letter of intent, c'est la lettre d'intention, tout simplement. Et dans cette lettre d'intention, on va dire que l'acheteur écrit sa compréhension de ce qui est à vendre, de ce qu'il voudrait acheter, à quelles conditions également il voudrait acheter, mais pas seulement la condition de prix, toutes les conditions qui vont avec et qui feraient qu'on arriverait à un accord final. Cette lettre d'intention, on la confie souvent à un avocat. Je vais vous dire, maintenant que je sais de quoi il s'agit, je la rédige moi. Je la fais relire par l'avocat, mais je la rédige parce que elle est pas engageante. On ne pourra pas la retenir contre moi lors d'une mise en cause de quelque chose que je n'aurais pas respecté. Et elle, comment dire, elle doit être le plus près possible de ce qu'on a comme véritable intention. C'est le mot qui convient. Et elle doit tout retracer de ce qu'on veut faire. L'avocat peut la mettre en forme, mais elle est vraiment l'intention de l'acheteur. Que s'il l'approuve, le vendeur va signer, va avaliser, et de là, on pourra partir sur ce qui ressemble à une vraie négociation qu'on pourra confier à des avocats pour obtenir la rédaction d'un compromis. Et donc, cette transition-là, elle va être menée par des avocats qui, eux, ont l'habitude de la rédaction d'un document juridique qui sera en bonne et due forme, qui respectera tous les éléments de quelque chose qui sera un compromis. C'est quelque chose où on se compromet pour de bon, qui sera engageant juridiquement et qui, le plus souvent, sera fait sera réalisé en 2 phases. D'abord, le compromis qui est je m'engage à acheter, je m'engage à vendre à telle et telle condition, et là c'est bien précis.
sous réserve que les causes suspensives qui sont énumérées dans le compromis soient levées au terme d'un délai qui sera fixé et qui nous permettra d'aboutir à l'acte définitif. Ces causes suspensives, elles pourraient être les mêmes que celles que Marinette évoque dans sa première question, la production du document de la mairie qui autorise l'exploitation du camping. Bien d'autres, hein, la réalisation d'un audit sur les conditions sanitaires de l'évacuation du camping, sur j'en sais rien moi, l'état des immeubles. Il peut y avoir plein de choses. Et puis aussi la comptabilité, on peut la réviser. Il peut y avoir aussi l'adoption, pendant la durée de cette période qui peut amener à des audits, l'adoption de garanties, c'est-à-dire que le vendeur garantit que sa comptabilité est juste, garantit que ses déclarations fiscales sont justes, par exemple, et l'acheteur lui demande de s'engager sur cette garantie, et même de donner une garantie de la garantie, c'est-à-dire que si demain l'inspecteur des impôts venait poursuivre l'acheteur pour des irrégularités qui auraient été commises pendant la période pré-achat, eh bien, on devrait être sûr que ce serait le vendeur qui serait en charge de les assumer financièrement, et non pas l'acheteur qui, lui, n'y est pour rien et qui ne peut être rendu responsable que de ce qu'il a acquis, sauf si, bien sûr, il se disait capable d'accepter tout ce qui aurait pu se passer avant, ce qui n'arrive, je pense, pas très souvent. Et n'oublions pas, dans les étapes, qu'il y en a une très importante, qui est la prise de possession de l'entreprise, c'est-à-dire qu'un acheteur, le jour où il signe l'acte définitif, il faut bien qu'il ait en tête, en tout cas pour ceux qui ne l'ont jamais fait, qu'il y a qu'il se passe quelque chose de très important, c'est que du jour au lendemain, à partir du moment où il a fait son chèque et où l'acte est signé, c'est lui qui est en charge de tout ce qui se passe dans le camping. Et c'est un moment que je lui suggère d'avoir bien préparé auparavant, parce que ça change la vie. On a des collaborateurs, dans certains cas, on a des factures à payer, on a des engagements vis-à-vis de tous les tiers. Il faut être prêt pour ça, il faut avoir pris le temps de se préparer pour ça. Alors, le sujet important, celui auquel on pense et qui pourrait paraître être le plus nébuleux, la détermination du prix, en fait, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Et c'est important de savoir le décoder, je crois. Les professionnels en faisant parfois un mystère afin d'alimenter leur propre rémunération et leur propre utilité. Qu'est-ce qui est fondamental pour déterminer le prix du camping? C'est pas la valeur au bilan, plutôt la valeur au compte de résultat. De façon à peu près constante aujourd'hui, ce qui fait le prix d'un camping, eh ben, avant tout, c'est l'EBITDA. L'EBITDA, c'est la somme, voilà, on va le faire vite, hein, on verra l'exemple tout à l'heure, c'est la somme de ce qui est connu en comptabilité, l'excédent brut d'exploitation. On y ajoute les amortissements. Donc, grosso modo, c'est la quantité de cash qui doit entrer. On y enlève ou on y ajoute des éléments qui peuvent le corriger. Et ça, c'est souvent le seul point de discussion quand on est entre gens qui connaissent bien le boulot. Et ensuite, eh ben, on y applique un multiple. Et parlons une seconde du multiple qui s'applique en général dans les campings, parce qu'il faut être très prudent avec ce sujet. Quand on lit les articles, on peut entendre que dans les campings, on trouve des multiples de 14, voire de 16 fois l'EBITDA, ce qui est colossal. Colossal. C'est digne des entreprises de la techno. Je veux dire qu'il s'agit essentiellement de très gros campings qui font l'objet d'enjeux de concurrence énormes et qui appartiennent le plus souvent à des enseignes qui se les disputent, et que là, le prix monte parce que des gens qui ont des très gros niveaux de revenus, des très gros niveaux de bénéfices, se payent le luxe d'acheter des campings qui sont des campings signature. Il ne faut pas trop prendre ce multiple comme un multiple de référence. Je vais vous dire que si vous avez un camping de taille petite ou moyenne
et que vous parvenez à le céder avec 10 fois un multiple de 10 fois l'EBITDA, qui va déterminer la valeur de l'entreprise, et non pas le prix de vente, vous aurez déjà bien mené votre négociation. On va dire qu'entre 8 et 12 fois, ça peut être jouable. 12 pour un camping qui offrirait des qualités, des prestations exceptionnelles. 8 pour un camping sur lequel il y aurait beaucoup d'investissements à faire. Peut-être un peu moins de 8. Une fois qu'on a défini le multiple d'EBITDA, l'EBITDA lui-même, on a un chiffre. Mais ne croyez pas que ce soit le chiffre qui sera retenu pour la valorisation. Il va encore falloir faire une opération qui consiste à y ajouter la trésorerie qui existe dans l'entreprise et retirer la dette que l'entreprise a contractée. Ce n'est qu'après avoir fait cette opération qu'on saura à quel prix le camping va réellement être cédé, quelle est la valeur de transmission des titres. Si c'est une société, si c'est un actif, ce sera la valeur de transmission du bien, et tout simplement. Certains facteurs peuvent influer, je le disais tout à l'heure, si les actifs, si les investissements sont à bout de souffle, on va avoir un multiple qui va tirer à la baisse. Si les chiffres sont orientés à la hausse, le multiple sera tiré à la hausse. Attention, c'est très important ça. Si la croissance est constante et de 10% tous les ans, il est évident qu'on va pouvoir vendre une perspective de progrès et ça monte le multiple. Si au contraire on est en décroissance, ce qui est quand même souvent le cas en ce moment à cause du Covid, c'est pas très bon pour le multiple. Donc, on a la perspective de croissance qui est importante. On a aussi, c'est plutôt pour des gros campings, l'appartenance à une marque, mais pas que. Quand quelqu'un arrive et qui n'est pas du métier, on va dire, l'appartenance à une marque est rassurante puisqu'elle permet de garantir une certaine forme d'assistance pour les nouveaux arrivants. Alors, je vous ai préparé un exemple d'approche d'une valo. Ça sera peut-être plus concret et vous allez voir. On imagine un camping dont le chiffre d'affaires est de 400 000 euros. C'est un camping déjà de taille moyenne, on va dire, mais encore petit. Son excédent brut d'exploitation, qui est une donnée de la comptabilité, mais attention, regardez chez Minestérisque, qui doit être redressé des locations immobilières. Parce que si vous payez à une SCI un loyer de 100 000 euros, vous ça fait 200 au total. La SCI, elle va être vendue dans le package, sauf si elle n'est pas vendue dans le package, auquel cas le BE, il devient 100 000. Vous voyez, donc, si vous vendez le tout, y compris l'immobilier, le BE doit être redressé de la location que vous vous servez à vous-même ou à vous-même perso, si ce n'est pas une SCI, ça peut être le cas. Mais attention, ça peut être revu à la baisse aussi, parce que dans certains cas, les dirigeants ne se payent pas un salaire, ils se payent un dividende, mais alors là, on réintègre un salaire fictif du dirigeant, parce que l'exploitation normale d'un camping, c'est avec un salaire de dirigeant. Et donc, on retraite le BE en y ajoutant, plutôt en retranchant, ce qu'aurait été un salaire de dirigeant s'il n'est pas dans le compte de résultat. Voilà, on va dans les détails là, mais c'est important. Le BE, dans notre cas, il est de 200 000. Et on a des amortissements plus des crédits baux, puisque c'est un peu la même chose, les amortissements et les crédits baux. On retraite les crédits baux de la part d'intérêt et on prend ce qui correspond à des amortissements. On a, dans le cas de notre camping, 90 000 euros qu'on va ajouter aux 200 000 qui sont à la ligne d'avant et on va avoir 290 000 euros d'EBITDA. On a un résultat comptable dont on se fiche un peu, qui est de 78 000 euros, mais je le cite pour mémoire. On va aller à la ligne approche de la valo, c'est-à-dire de la valorisation des titres, non, pardon, de l'entreprise. Il est de 290 000 l'EBITDA. On va le prendre avec un multiple de 10. Et bien voilà, le camping, on va dire qu'il a une valeur faciale de 2 900 000 euros. Et franchement, je pense que quand on a dit ça, on approche réellement la valeur du camping. Mais attention, ce n'est pas à ce prix-là que le camping va se céder, puisqu'il a 200 000 euros de dette et 60 000 euros de trésorerie. Je ne parle pas de la trésorerie de la fin du mois d'août ou de septembre quand la saison est passée. On parle d'une trésorerie lissée, moyenne, à l'année, qui donne la vraie valeur de la trésorerie que détient le camping à l'année. Et là,
la différence entre la dette et la trésorerie, ça donne 140 000 euros. On va les déduire de la valorisation de l'entreprise pour approcher le prix des titres ou le prix du bien, qui sera donc de 2,9 millions moins 140 000 euros, 2,660 000 euros. Écoutez, ça peut vous paraître simpliste, mais il n'y a pas loin. Hein. Quand on fait une valo d'entreprise, c'est comme ça qu'on procède. J'en fais régulièrement. J'interviens en consultant, on va dire au moins un jour par semaine sur ce sujet, et je vous garantis que j'en passe beaucoup, et c'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Pas parce qu'on a déterminé un bon prix qu'on a réussi l'opération. Je vais même dire que, bon, un des facteurs essentiels d'échec d'une négociation, c'est que très souvent, le vendeur surévalue son prix et que très souvent, l'acheteur sous-évalue le prix. Mais quoi de plus normal? Et les consultants nous aident à rapprocher un peu l'offre et la demande. Et puis, il faut être objectif. Et ce que je viens de vous donner, ça aide à être objectif. Des grilles qui permettent de s'y retrouver. Ensuite, qu'est-ce qui fait une cause d'échec? J'ai envie de rappeler que ce sont souvent les effets émotionnels. On ne se sépare pas de son affaire qu'on a mis aussi longtemps à construire, même si c'est que quelques années, dans laquelle on s'est investi autant de temps, sans avoir un peu d'état d'âme et sans avoir un peu de curiosité sur ce que va en faire le successeur, voire même de refus d'entendre certaines choses qui nous paraissent impossibles chez nous. Et puis, inversement, l'acheteur, il a ses idées, il pense les choses d'une façon, il a ses émotions à lui qui font qu'il n'est pas forcément capable d'épouser le point de vue de celui qui vend. Et ça, pour moi, c'est la cause numéro un. Qu'est-ce qu'on va pouvoir citer comme autre cause? Il y a souvent donc ce que j'ai évoqué, c'est le manque de connaissance des règles que je viens rapidement de brosser devant vous. Il y a aussi, et prenons-en la mesure, le fait que souvent, parfois et trop souvent, les juristes font preuve d'une diligence qui leur paraît être la meilleure façon de se justifier devant leur client. Et donc, le juriste de l'acheteur va dire ah non mais nous on veut et blablabla une série de clauses qui sont incompréhensibles et pour l'acheteur et pour le vendeur et qui si on les analyse bien sont peut-être pas à prendre avec autant d'application. Et donc ça, franchement, une de mes recommandations, c'est de ne jamais 100% lâcher la main à un juriste pendant la négo. Non, c'est vous qui négociez et le juriste doit mettre en musique vos intentions et ne pas aller au-delà. Et ça arrive tellement souvent et ça fait souvent aussi, je l'ai observé, échouer des deals alors qu'il n'y aurait pas lieu, alors que les choses sont plus simples, alors qu'il faut couper par le milieu. Soyez les maîtres de la négo et surtout ne les lâchez pas à des consultants qui risquent, parce qu'ils sont expérimentés ou parce qu'ils croient en leur code du commerce, qui croient qu'il n'y a que par cela que ça passe. Souvent, ce qui fait échouer aussi, c'est le refus des vendeurs de donner des garanties post-opération. Bon, je voudrais juste dire que ce n'est pas raisonnable et que si le vendeur n'est pas prêt à garantir ce qu'il vend comme quelque chose de fiable et dont sur lequel il s'engage financièrement, en donnant voire parfois des garanties bancaires, il a peu de chances de vendre son entreprise. Il a peu de chances d'inspirer la confiance qui est bien nécessaire dans ce cas-là. On ne sait jamais tout ce qui peut être caché. On découvre forcément toujours des choses cachées dans les placards. Et ça n'a pas d'importance. Sauf que si les choses sont vitales, elles ne peuvent pas être 100% assumées par l'acheteur. Et ça, il faut que les vendeurs en aient la conscience et que leurs conseils les aident à en prendre conscience. Et puis, qu'est-ce qui peut aussi, je l'ai déjà dit, faire échouer, c'est que l'acheteur n'a pas bien préparé ses capacités financières et qu'au moment venu, il est fébrile. Et ça cause souvent un refus du vendeur de s'engager plus avant. Et puis, il y a aussi qu'on découvre qu'il y a trop d'investissements à faire et qu'on préfère prendre une affaire dans laquelle on va pouvoir arriver et ne pas immédiatement avoir à faire des financements et aller chercher des crédits alors qu'on a peut-être à faire 1 an ou 2 de travail sur la lancée. Voilà. Et on va dire que les facteurs de succès, c'est tout l'inverse. C'est
c'est que toutes ces causes, d'échec, elles auront été bien préparées et levées dans l'autre sens. Alors, vous savez que notre ligne directrice, c'est de faire des webinaires courts. On arrive au bout, on arrive au moment où vous allez pouvoir poser des questions. Je vais juste faire une recommandation perso. Si vous êtes en situation de vendre ou d'acheter, inévitablement, vous serez pris par des positions d'arrogance. Chez moi, on fait comme ça. Et ça ne marche que comme ça. Oui, mais moi, si j'achète, c'est pour faire autrement. Et c'est inévitable et c'est peut-être même nécessaire. Ça peut s'assumer, mais je vous recommande d'être prudent avec ça. L'arrogance, c'est souvent ce qui fait qu'on va y arriver ou pas, ce qui fait qu'on ne va pas y arriver d'ailleurs, si on en met une trop forte dose. Et donc, en dehors du fait que ça vous aidera à voir les choses sous un angle différent, je pense qu'il faut que vous soyez prudent avec ça et que vous vous méfiez de vous-même et que vous soyez tolérant avec l'autre qui forcément aura ses pensées et ses pensées divergentes des vôtres, et que vous luttiez contre l'emportement qui consisterait à dire ah non mais vous n'avez aucune chance si vous le prenez comme ça. Voilà, je suis au bout de mon exposé. Je sais que c'est allé vite, mais la parole est à vous. On va pouvoir éclairer les points qui vous intéressent. Merci beaucoup, Didier. C'était passionnant. Apprécieront de pouvoir voir le replay et de pouvoir faire des pauses sur certains points pour bien noter les étapes. On a une question de Marinette, comme tu l'as souligné, qui ne trouve pas son permis d'exploitation ou permis d'aménager. En tout cas, il n'est pas dispo à la mairie. Elle se demande comment on peut le trouver. Et merci à Nathalie qui a apporté un élément de réponse en disant que lorsque le maire ne trouve pas le permis d'aménager, il est peut-être à la préfecture dans les archives des actes administratifs. Je ne sais pas si Didier, tu as un point à ajouter là-dessus. Oui, enfin, ce que je peux rajouter, c'est un point d'expérience, c'est-à-dire que lorsque nous avons récemment dû céder un de nos campings, nous avions cette difficulté aussi, c'est-à-dire que le maire traînait des chaussures pour nous fournir cet acte qui pourtant est important pour l'acheteur, hein, le permis d'exploitation. Eh bien, il a fallu passer par notre avocat qui lui a envoyé un courrier, je pense que c'était un courrier recommandé, un courrier circonstancié en tout cas, pour lui intimer l'envoi de ce document. Comme ça on l'a obtenu. Sinon, je pense qu'on ne l'aurait pas obtenu. Et donc, je pense que les maires sont réticents parce que ça les oblige à fouiller dans des archives et que ça prend un temps fou, qu'ils n'ont pas les ressources, mais que c'est leur job. Et que donc, il faut les inviter à le faire. Si on n'y arrive vraiment pas, effectivement, on se tourne vers la préfecture, on cherche des éléments de conviction qu'on a bien le permis d'exploitation, mais comme c'est le maire qui délivre et qui doit l'archiver, je pense qu'il est utile d'être ferme avec lui pour qu'il le fournisse. Merci Didier, tu me donnes une transition parfaite pour la question de Daniel, qui se demande si dans le processus de vente, il y a vraiment besoin d'un avocat. A priori, lui, dans son processus de vente, Daniel, il a seulement un notaire. Et bon, là, on voit bien que toi, tu en as eu besoin pour faire ce courrier à la mairie. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects où on a vraiment besoin d'un avocat dans le processus de vente? Alors, je pense qu'on peut se passer d'un notaire dans certains cas quand on vend quand on cède des parts de société. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse se passer d'un avocat. Et alors, je suis extrêmement réticent à confier au notaire le double rôle de celui de l'avocat et le notaire, pour moi, c'est quelqu'un qui rédige et, si possible, des actes qui ont été pré-rédigés par un avocat. Il met en forme, suivant des règles qui sont des règles qui concernent essentiellement les transactions immobilières, et qui donc donne des garanties qui sont celles dont il est le dépositaire, mais les notaires ne sont pas du tout formés pour la négociation à l'achat-vente, et quand ils s'improvisent sur ce sujet, il y a des exceptions bien sûr, hein, et ce que je vous dis est vrai à 80% ou à 90%, mais quand ils s'improvisent sur ce sujet, ça peut être catastrophique, et donc bon, si vous entendez bien avec un notaire qui démontre des qualités de négociateur et des capacités à faire le boulot, pourquoi pas, mais c'est le job des avocats, et
et encore pas de tous les avocats. Mon frère est avocat, il est spécialisé dans d'autres choses que ce genre d'opération. Jamais je ne lui donnerai le soin de négocier avec moi une opération d'achat-vente. Alors justement, sur l'achat-vente, Sébastien pose une question par rapport au calcul. Est-ce qu'il est différent sur alors, un chiffre d'affaires ou un EBITDA récent comparé à un camping déjà bien installé au niveau, je pense, du multiple? C'est toujours mieux d'avoir de l'historique, hein, mais ma foi, si on a fait la démonstration il y a plusieurs réponses, hein. Si on a fait la démonstration sur une année qu'on obtient des résultats comptables euh, et qu'on laisse supposer qu'ils sont reproductibles, c'est mieux d'avoir au moins 2 ou 3 ans. L'EBITDA qui va être pris en référence, c'est certainement le dernier en date. Et, et si on n'est pas, comment dire, tellement démonstratif parce qu'on ne peut pas démontrer une constante d'EBITDA qui soit à la hausse, à la baisse ou stable sur un bon nombre d'années, l'acheteur, en tout cas si c'était moi, l'acheteur aura tendance à avoir envie d'auditer la compta pour s'assurer qu'elle n'a pas subi des effets de toilettage, des effets cosmétiques sur les l'EBITDA. Voilà. Une année suffit pour qu'elle soit significative et qu'elle était bien traitée en compta. J'ai envie de dire qu'on est dans une période spéciale. Et en ce moment, beaucoup de transactions se discutent sur la base de l'EBITDA de 2019. Car un acheteur voudrait bien que les tendances des 2 années de Covid, quand l'entreprise en a été affectée, soient prises en considération pour obtenir un prix à la baisse. Mais en général, les acheteurs disent, écoutez, si c'est ça, on va attendre une année de plus, hein. Et sauf si on est pris à la gorge, c'est ce qu'on répond. Et dans ce cas-là, il est possible, si l'acheteur est vraiment intéressé, qu'il s'appuie sur les l'EBITDA de 2019. Et ça ne me paraît pas incohérent. Évidemment, en regardant ce qui s'est passé, si l'entreprise a complètement chuté, dégringolé, on va peut-être avoir envie d'observer l'année 2021 ou l'année 2022 plutôt pour corriger les l'EBITDA. On peut aussi imaginer des formules qui prennent en compte les l'EBITDA de X 2019 avec un correctif à la hausse et à la baisse sur le résultat de 2002 à venir. Et il y aura une partie du prix qui sera payée in fine après la production du bilan de 2022. Ça, je le vois couramment et je trouve que ce n'est pas déraisonnable. Alors, merci. On a une question de Fabienne. Quel délai te paraît normal entre la lettre d'intention, le compromis et la signature définitive? Ben, ça me paraît être une question intéressante parce que là, il n'y a pas de réponse. Mais que c'est quand même important. Ne nous pressons pas. Et en même temps, on sait bien que les affaires ne se font bien que si elles se font dans un timing, dans un momentum, où à un moment, il ne faut pas traîner, parce que quand on est d'accord, bim, il faut signer. Et que le temps peut être soit un facteur négatif, quand on n'en prend pas assez pour se connaître, et au moment où on est sur le point d'être d'accord et où on devient d'accord, celui qui, par indécision, ferait traîner encore, à mon avis, il prendrait que du risque de voir son deal disparaître. Parce que autant le temps est vertueux quand on est en phase de découverte, autant il est délétère quand on est d'accord et qu'on traîne pour des raisons qui sont X ou Y, et souvent celle du banquier en est une qui a des effets qui sont destructeurs, parce qu'il peut arriver 1000 personnes qui, soit conseillent, soit concurrents à l'achat, vont donner au vendeur l'envie de faire autre chose. Ou parce que l'acheteur peut voir un autre camping, enfin, j'en sais rien, mais ce qu'il faut, c'est quand on est d'accord, bim, allez, on y va, être prêt et on signe. Alors, Dorine, qui a été directrice salariée pendant 7 ans, envisage de se lancer dans l'acquisition d'un premier établissement et elle se demandait si tu pouvais lui donner des conseils pour se faire accompagner au mieux, bien sûr, par les bons interlocuteurs sur la définition de la stratégie d'acquisition et de ses capacités financières. Oui, bien sûr. Ça m'amuse parce que la première fois que j'ai fait appel à des consultants,
j'ai été horrifié par ce que ça coûte. Et moi, j'ai aucune intention de facturer mes conseils, mais en même temps, ils seront forcément un peu limités en temps, parce que ça peut être très, très, très long d'aider quelqu'un à comprendre le. Que, bien sûr, je suis tout à fait d'accord pour répondre à des questions. Et je pense que c'est malin de me poser ces questions-là parce que c'est vraiment le sujet. Il y a des règles, on ne les connaît pas. Souvent, les consultants en font des mystères et ils facturent des sommes faramineuses. Et c'est peut-être beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Alors, bien entendu, je suis d'accord. Une question de Francisco. Un cabinet spécialisé dans les transactions de camping est-il suffisant pour établir l'ensemble des étapes? Je ne le crois pas. Et je pense qu'il faut avoir un peu d'indépendance et un peu de capacité à contredire ce qui sera dit par un cabinet comment dire, couramment le terme en anglais, c'est M&A, c'est-à-dire Merge and Acquisition, fusion-acquisition. Quel qu'il soit, hein, si vous donnez, pour ne citer que ceux qui sont peut-être les plus connus, si vous donnez à Concerto le soin de vous accompagner, vous avez de fortes chances que les intérêts de Concerto ne soient pas exactement superposables aux vôtres et qu'ils ne prennent pas en considération toutes les dimensions de ce qui font vos critères d'achat ou vos critères de vente. Donc, à minima, un avocat dans lequel vous aurez confiance et qui aura un peu de métier serait quelqu'un qui vous aiderait, mais aussi un professionnel qui a déjà fait, qui a l'habitude et qui peut vous aider, hein, pourvu qu'il connaisse bien les règles et qu'il soit respectueux de ces règles. Alors, on a beaucoup de questions, donc on va dérouler. Gaël se demande ce que tu penses de la vente en 2 temps, entre le fond et puis ensuite les murs. C'est une option que je ne rejette pas, mais que mes associés et moi avons adoptée récemment. Je pense que ça c'est vraiment l'accord des parties, c'est-à-dire que si quelqu'un veut garder son immobilier et que ça arrange celui qui achète, parce que ça lui permet de lever moins d'emprunts, pourquoi pas? Et en même temps, il faut bien, du coup, le rôle des avocats est important. Il faut bien ficeler le bail et il faut bien ficeler les conditions dans lesquelles ensuite une acquisition devient ou possible ou obligatoire ou comment dire, impossible et c'est écrit à l'avance. Si Laurence se demande si l'expert comptable est bien placé pour accompagner le processus d'une vente. Il est fort rare, selon mon expérience, que les experts comptables soient champions dans ce truc-là. De plus en plus, ils le deviennent parce que, comme ils sont en même temps auditeurs, ils s'introduisent dans les processus d'achat-vente et du coup, il peut arriver, surtout si ce sont des experts comptables un petit peu câblés grande entreprise, il peut arriver qu'il y ait des spécialistes à l'intérieur de l'entreprise. Mais en aucun cas, c'est celui qui tient vos comptes qui va être bon pour ça. Si dans le cabinet, il y a un spécialiste des fusions-acquisitions, vous pouvez faire appel à lui comme un conseil. En revanche, si vous vous adressez à l'expert comptable qui tient vos comptes, vous avez 99% de chances que ce soit pas du tout son rayon et que là, pour le coup, il vous amène sur un terrain qu'il connaît mal et qui vous met en déséquilibre. Philippe se demande s'il y a des avocats spécialisés dans ces ventes et comment on trouve un avocat fiable dans ce domaine. Écoutez, franchement, je sais qu'il y en a. Je serais incapable de vous aider, mais effectivement, c'est le sujet. Si vous voulez, je peux vous en recommander, mais qui vont vous coûter 200 ou 300 000 euros. Ils sont parisiens, ils font que ça, ils traitent des méga dossiers, ils savent pas s'adresser à des petites entreprises. Et après, la formule de l'avocat qui est attaché à un cabinet de chez KPMG, de chez Pricewaterhouse, de chez Ernst & Young, ça peut être une très bonne formule parce que eux, on est sûr qu'ils sont dans le business. Mais attention, prenez le temps de bien vous assurer qu'il a déjà une grosse expérience de ce genre de processus et que c'est pas quelqu'un qui s'improvise dans le processus de fusion-acquisition parce que ça ne s'improvise pas et que ça réclame une grosse expérience. Alors, Christine demande quelle est la fiscalité sur la plus-value éventuelle, notamment si on réinvestit dans une autre affaire. Tu as des infos là-dessus? Je peux parler de mon cas perso, mais pas du cas général. Pour ma part, quand j'ai cédé des parts de société
et que je les ai gardés dans une holding qui était réinvestisseuse, j'ai été exonéré de fiscalité, où j'ai eu des choses très faibles, pour autant que je réinvestissais. Et donc, je sais que c'est possible, mais sur la fiscalité, je suis en dehors de mon territoire et je vous recommande de parler à un spécialiste parce que c'est, comme vous le savez tous, extrêmement complexe et ça change tous les jours. Alors, on a deux questions de Marie-France. La première te demande si tu as constitué une holding pour la vente. Oui, et finalement, on s'est aperçu avec mes associés que dans le cas où enfin, il y a intérêt, si on s'inscrit dans un processus d'acquisition ou de vente, il y a intérêt à constituer des holdings parce que c'est fiscalement avantageux. Et donc, je le recommande, même si j'ai horreur de l'empilement des sociétés. Je crois que c'est plutôt bien cette solution. Et elle précise que son entreprise exploite un camping sous bail commercial et donc en location. Est-ce qu'elle applique la même stratégie que celle que tu proposes, j'imagine, pour la... Bien sûr, sauf qu'elle ne pourra pas retraiter son EBE de la location, puisque la location, dans tous les cas, est obligée de la payer, et que donc elle l'aura comme une charge dans son compte de résultat. Elle ne pourra pas l'intégrer dans un compte de résultat groupe dans lequel une SCI aurait été intégrée. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Si j'ai oublié quelqu'un, vous pouvez toujours remettre votre question dans le chat. Voilà, il nous reste encore quelques minutes. Je ne sais pas si Didier, tu veux ajouter quelque chose. Je vois la question de Stéphanie là, que je ne suis pas sûr de comprendre. En fin de saison, je n'ai pas de camping de passage. Quelle est la suite? Quelqu'un peut le lire? Tu peux le lire, toi? J'ai pas la suite du message, non. Donc, je ne sais pas si Stéphanie, si vous avez plus de précision. En attendant, c'est cher un camping, c'est cher une acquisition. Hein. Il faut avoir un peu de confort financier pour le faire bien. Et souvent, je recommanderais de prendre une plus petite affaire, avoir l'aisance financière, plutôt que de prendre une affaire sur laquelle on est un peu serré et qu'on aura du mal ensuite à faire prospérer parce qu'on sera court en trésorerie. La trésorerie, c'est un sacré nerf de la guerre. Et comment dire, en manquer, c'est souvent la promesse qu'on va passer des années à situer petit à petit ce volant d'avance qui nous permet d'être serein et de bien mener son business. Donc, je vous recommande de ne pas vous mettre au taquet pour parler de façon triviale et de faire quelque chose qui vous fera avec aisance et qui vous déstabilisera pas une fois que vous serez dans l'entreprise. Un retour d'expérience de Lydie qui nous dit qu'elle ne regrette pas d'avoir fait appel à un avocat pour l'accompagner. Et si c'est la Lydie que je connais, je vous dis que à voir son camping, il est la démonstration de ce qu'elle dit. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive un petit peu au terme de notre webinaire. Vous avez été presque 100 tout le long avec nous. Donc, merci pour votre intérêt. On repart sur le rythme d'un webinaire par mois pour l'année, avec des sujets qui, nous espérons, vous intéresseront encore pour progresser, continuer à nous former et aller de l'avant dans la gestion et l'exploitation de nos campings. Je laisse le mot de la fin à Didier. Merci de votre intérêt. C'est évidemment un sujet qui concerne tout le monde, même si on n'est pas vendeur de son camping, on est vendeur, non, on aime en connaître la valeur. On se dit que ça pourrait arriver ou que, enfin bon, on a tous une case ouverte pour ce sujet et donc j'étais heureux de participer, de partager avec vous sur cette question et je maintiens, comme je l'ai déjà dit, que je suis à disposition de chacun pour répondre essentiellement par mail, mais à des questions qui seraient posées et qui permettraient de réassurer celui qui se poserait qui aurait des interrogations sur comment y aller. Merci à tous. Bonne fin de journée, bonne fin de saison, puisque c'est pas terminé et qu'on a encore des mois importants à jouer.
et à très bientôt, j'espère. J'ai mis l'adresse email de Didier dans le chat. Le chat va rester ouvert même si la diffusion s'arrête, donc n'hésitez pas à le consulter ou à partager encore entre vous. À très bientôt. Bonne journée à tous.